Moi, j'ai grandi très loin des Pyrénées. J'ai grandi dans le bassin parisien, au milieu des champs de blé. Donc, j'étais pas du tout habitué dans mon enfance à vivre à côté d'une rivière. J'ai commencé vraiment à m'intéresser aux rivières par le cinéma, parce que mon deuxième film, qui s'appelle La ligne de partage des eaux, euh, filme beaucoup de rivières, notamment la Loire. Et c'est en faisant ce film, qui est un film sur le paysage rural contemporain, que je me suis sensibilisé aux problématiques des rivières et de la vie aquatique dans les rivières. C'est là où j'ai compris qu'il y avait de gros problèmes, notamment avec les barrages. Et que les barrages qui servent à produire l'hydroélectricité sont des obstacles pour la vie aquatique et pour les poissons notamment. Ce film-là, La ligne de partage des eaux, il est sorti en 2014, mais je n'ai cessé de penser à ces questions de rivière. Et j'ai essayé de comprendre mieux ce que c'était qu'une rivière. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film. Et lorsque j'ai décidé de travailler sur la rivière en général, qu'est-ce que c'est une rivière? Qu'est-ce que c'est de l'eau? J'ai immédiatement choisi comme rivière particulière pour incarner le projet les gaves, ce qu'on appelle les gaves. Les gaves, c'est ce groupe cette famille de rivières qui coulent dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn. Donc elles viennent des Pyrénées et elles se jettent dans l'Adour, qui se jette dans l'océan Atlantique à Bayonne. Alors pourquoi les gaves, et tout particulièrement le gave d'Oloron? Ce sont des rivières que je connais depuis une douzaine d'années maintenant. J'ai un ami qui est pêcheur à la mouche, donc qui pêche le saumon sur les gaves, qui m'a présenté ces rivières. C'est lui qui me les a fait connaître. Et je me suis vraiment servi du réseau de connaissances de cet ami pour construire mon film. Ce sont des rivières qui sont particulièrement belles, et ça c'était important pour le film, parce que je voulais que ce soit un film qui montre la beauté. Ce sont des rivières qui concentrent tous les enjeux qui concernent les rivières aujourd'hui en France, en Europe et j'ai même envie de dire dans le monde. Il y a l'enjeu agricole, parce que on cultive de plus en plus de maïs au bord de ces rivières. Et le maïs, comme chacun sait, a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Donc on prélève beaucoup d'eau dans les gaves pour ce maïs. Il y a un enjeu énergie, parce que ce sont des rivières où il y a beaucoup de barrages, et de plus en plus, on en construit des nouveaux. Il y a un enjeu autour de la biodiversité, parce que ce sont des rivières où il y a encore certains poissons très prestigieux, comme le saumon atlantique, mais aussi l'anguille, l'alose, la lamproie, qui sont des poissons migrateurs qui fréquentent ces rivières. Et il n'y a plus beaucoup de rivières en France avec ces poissons-là. Malheureusement, les quantités de poissons baissent très très fortement et très très vite. Néanmoins, il y a encore une culture de la pêche liée à ces rivières. Et puis, il y a un enjeu climatique. Parce que le bassin versant de l'Adour et des Gaves va être et le bassin en France qui est le plus impacté et qui va être le plus impacté par le réchauffement climatique. C'est une région où il pleut beaucoup et où on s'attend et où on a déjà constaté que le climat change très vite. La neige ne reste pas tout l'hiver dans les montagnes, elle fond avant le printemps. Donc on a des réductions de débit très importantes. On prévoit que la plus pessimiste des projections climatiques prévoit une division du débit de l'Adour à Bayonne par deux. 2 fois moins d'eau à Bayonne en 2050. Voilà. Donc ça fait des rivières parfaites pour raconter le big picture. Je pense qu'il y a une question qui me tourmente beaucoup depuis mon premier film
et qui tourmente beaucoup de monde, c'est celle de la perte, the loss, la perte de la beauté, la perte du vivant, des animaux, des oiseaux, des poissons, des insectes, à notre propre échelle de vie. À mon échelle de vie, j'ai pu constater une très 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 grande disparition de vie dans les campagnes. C'est quelque chose qui est inacceptable. Euh, Ce sont nos activités humaines qui sont directement responsables de cette destruction de la vie. Euh, Au nom de quoi les humains se permettent-ils de faire disparaître les poissons des rivières, les oiseaux des campagnes et les insectes? C'est une question très grave. Cette question de la perte et du manque qui est lié à cette perte, j'aurais pu la filmer en m'intéressant aux oiseaux. Et par exemple, ou aux mammifères, ou j'ai voulu m'intéresser aux poissons particulièrement, enfin à la vie qui est dans la rivière. Pourquoi? Je pense qu'il y a un enjeu, il y avait un enjeu cinématographique. Ça a posé des questions de cinéma. En fait, c'est quoi la question que le cinéma? C'est comment filmer l'invisible. How to film the invisible. That's the question of the movie. Because what the film is trying to film is invisible in two ways. First, because it disappears. It's not there anymore. Less fish, less insects. But besides it's hidden, it is inside the river. So there is a challenge for the filmmaker. You have to make people represent themselves, see something that is barely visible. Alors ça, pour moi, effectivement, dans tout mon travail, je filme la parole. Et c'est difficile en fait. À cause de la télévision, les gens ont tendance à penser que filmer la parole, c'est simple. Mais en fait, ça nécessite beaucoup de soins et d'attention. Et parce que filmer la parole, c'est la filmer, puis ensuite c'est la comprendre et c'est la restituer. C'est restituer au public ce que l'on a compris. Donc c'est une question aussi de montage. L'enjeu dans mon travail, c'est de faire comprendre ce que disent les uns et les autres en les mettant en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire que je ne monte pas une personne seule, je la monte avec d'autres. Je filme toujours, en quelque sorte, des communautés. Tous mes films font ça. Je crée une communauté à l'intérieur du film avec des gens qui se répondent et on ne comprend pas la même chose, on comprend mieux. C'est une conviction profonde, c'est une position éthique et politique. On ne comprend mieux une personne ou on ne se comprend mieux soi-même que avec les autres. On a besoin, moi j'ai toujours besoin de cette mise en relation. Alors d'une certaine manière, je donne un exemple très précis. Le film essaie de faire comprendre quelque chose qui est difficile à comprendre, à savoir qu'est-ce que c'est une rivière. Tout le monde croit savoir ce qu'est une rivière. C'est la ligne qui traverse le paysage. Mais une rivière, c'est pas ça. Une rivière, c'est pas une ligne. Une rivière, c'est part of a whole. C'est quelque chose qui est relié à d'autres rivières et qui est relié à des nappes phréatiques, water table, de l'eau underneath, de l'eau dans la terre. Et si on ne comprend pas qu'une rivière, elle se poursuit, elle a une extension souterraine et aérienne, et qu'une rivière, c'est pas un individu, mais un réseau,
exactement comme... moi, je filme des populations de rivières, en quelque sorte. Alors, j'essaie de faire comprendre ça aux spectateurs, mais je veux le faire comprendre avec des mots et avec des plans, des images. Je veux pas faire de schéma, des, 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 des dessins ou des animations 3D. Je veux seulement les choses élémentaires, l'œil et les mots. Et pour amener à comprendre cette chose-là, j'ai besoin qu'elle soit dite plusieurs fois dans le film. Il faut qu'elle soit dite plusieurs fois et par plusieurs personnes, c'est-à-dire que tous les protagonistes, en quelque sorte, disent la même chose, mais ils le disent depuis leur propre place, avec leur propre expérience et leur propre connaissance. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à comprendre quelque chose, je pense, au cours du film. Donc les mots sont extrêmement importants, sont très choisis. Moi, j'aime... pour moi, en fait, lorsque je fais du cinéma documentaire, c'est toujours c'est toujours une expérience de l'autre. Et on doit respecter les mots de l'autre. Comment il parle. C'est pas toujours... Les gens ne parlent pas toujours comme on aimerait qu'ils parlent. Ils parlent avec leurs propres mots. Et c'est très important de faire cet effort-là, de les comprendre et d'accepter leurs propres mots. Dire cela, c'est marquer tout de suite sa différence avec la façon dont on travaille la parole, par exemple, à la télévision. À la télévision, on ne veut même plus entendre les accents. Quand on entend des vieilles personnes qui viennent de campagne où il y a un accent très prononcé, on va les sous-titrer en français, alors qu'ils parlent en français. Donc en fait, on voudrait d'une certaine manière que tout le monde parle de la même manière. Et de fait, de plus en plus, dans nos sociétés modernes, les gens parlent de plus en plus de la même manière. Quand on a le goût de la diversité, de la variété, dans les paysages, dans la nature, variété d'animaux, variété de... Alors on a aussi le goût de la variété dans les façons de parler. Donc moi j'essaie de restituer une grande variété en fait d'approches autour d'un objet commun. L'objet commun, c'est la rivière. La rivière, elle nous relie tous. Elle relie tous les personnages du film, mais certains sont nés à côté de cette rivière, d'autres sont nés ailleurs. Certains sont scientifiques, d'autres sont pêcheurs simplement. Certains sont agriculteurs, d'autres sont techniciennes de rivière. Ils ont tous leur propre vocabulaire, leurs propres mots pour parler de quelque chose que nous avons en commun. Donc effectivement, moi dans mon cinéma, il y a toujours deux lignes. Il y a une ligne paysage et il y a une ligne de parole. Et je travaille mes montages, généralement ce sont des montages qui durent très longtemps, de sorte que la parole transforme, nous fasse voir différemment les paysages, et je travaille les paysages de sorte qu'ils informent les paroles que l'on entend. Il faut que ces deux lignes versent l'une dans l'autre, et se nourrissent et s'enrichissent mutuellement. C'est comme ça que je travaille. Ah non, 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 il n'y a pas de plus important. Il n'y a pas de, il n'y a pas de plus important. D'une certaine manière, mon travail lutte contre cette idée qu'il faudrait hiérarchiser les savoirs ou moi je cherche plutôt je cherche plutôt à unifier, à recréer de l'unité qu'à séparer. Je sépare pas complètement la nature des hommes.
Mon premier film, c'était un film sur l'agriculture. C'est important, tout mon rapport à la nature, c'est presque plus un rapport d'ailleurs à la ruralité qu'à la nature. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché euh, à, à l'équilibre qu'il peut y avoir entre les activités humaines et la vie, euh, la vie à la nature, si vous voulez. Mais je veux dire, notre rapport à la nature est fait de... La nature, elle n'est pas séparée de nous, quoi. Voilà. On a un rapport de production avec la nature, on se sert de la nature. La question, c'est que là, c'est qu'on s'en sert d'une manière où on est tout simplement en train de la détruire. Et peut-être de façon irréversible. Cette irréversibilité, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Et le film, de ce point de vue-là, tire la sonnette d'alarme. Euh, Parce que lorsque l'on a vidé une rivière de ses habitants, les poissons, euh, on ne pourra pas les faire revenir. Donc on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous pour réagir et mettre en place des politiques qui permettent de préserver la vie dans ces rivières. Les rivières en France, en Europe et partout dans le monde ne sont pas vraiment des écosystèmes naturels dans le sens où les hommes ne les auraient pas aménagés. Il y a, il y a plus un million de barrages sur les rivières en Europe. C'est énorme. Des gros barrages et des petits barrages. Certains datent du Moyen Âge. Ces petits barrages n'ont plus d'utilité économique. Il n'y a plus les moulins auxquels elles étaient associées. Néanmoins, ces barrages sont toujours là et altèrent le fonctionnement des rivières. Le type d'agriculture que l'on pratique a un effet sur les rivières. Imaginons que, à l'époque de, de l'âge glaciaire, il y avait très très peu d'hommes en Europe. Toute l'Europe était recouverte de forêts. Les rivières étaient absolument transparentes, cristallines, parce que les sols étaient couverts par des forêts. Donc il n'y avait pas d'érosion. Lorsqu'il pleuvait, les rivières restaient transparentes et pures. Donc c'était des rivières qui étaient extrêmement propices à certains poissons comme les truites ou les saumons, des rivières fraîches et transparentes. L'agriculture, le simple fait de défricher, de couper la forêt, de planter des arbres, a déjà altéré les rivières, parce que il y a eu de l'érosion. Donc en fait, les rivières ne sont pas des espaces naturels. Et même des rivières qui semblent naturelles, comme les Gaves, qui sont des belles rivières puissantes, avec de la forêt, à l'amont de ces rivières, dans les montagnes, il y a des très grands barrages. Euh, il y a des endroits où les rivières sont endiguées. Il y a les barrages au fil de l'eau. Il y a, enfin, en fait, voilà. Donc les rivières sont déjà des artefacts. Ce ne sont pas des objets complètement naturels. Ce sont des artefacts depuis des siècles, sinon des millénaires. La question, c'est toujours la même. C'est celle de la puissance technique dont nous disposons aujourd'hui, qui nous permet d'agir de manière à une très grande échelle, en fait, sur les milieux. C'est très facile avec les bulldozers de remodeler les rivières. C'est très facile aujourd'hui de couler du béton pour faire des barrages. Avant, ça... Donc l'impact des hommes sur la rivière est de plus en plus important. Mais en fait, ce qui détruit les rivières, il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Euh, il n'y aurait que la problématique barrage, peut-être que ça irait encore. Le problème, c'est qu'il y a la problématique barrage, la problématique pesticides. L'agriculture que l'on pratique depuis la Seconde Guerre mondiale a détruit
la biodiversité, a détruit les insectes. Les insectes font partie de la chaîne trophique, les poissons se nourrissent de ces insectes. Donc c'est toujours la question de l'addition de plusieurs facteurs. Réchauffement climatique, pêche intensive, barrages, agriculture qui prélève de l'eau et agriculture qui pollue de différentes manières, qui pollue avec les engrais azotés qui produisent des proliférations d'algues dans les rivières, mais qui polluent aussi avec les pesticides qui tuent les insectes. Tout ça additionné, ça fait un cocktail qu'aujourd'hui on n'arrive plus à gérer, quoi. En tout cas, c'est possible. Et le film montre un exemple d'agriculteur, Pays Basque, Yon, qui pratique une agriculture biologique, organique, et, qui ne prélève pas d'eau dans les rivières, qui ne détruit pas la biodiversité, et malgré tout, c'est une agriculture qui est productive et qui est rémunératrice. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que des agriculteurs comme Yon sont très très minoritaires. Ils sont minoritaires parce qu'il n'y a pas d'encouragement politique à aller dans cette direction-là. Donc pour moi, aujourd'hui, le gros problème, il n'est pas technique et il n'est pas économique. Il est strictement politique. Il y a des choix courageux à faire, des choix politiques, qui, qui ne seraient peut-être pas si douloureux que ça à accomplir pour nos sociétés, mais qui demandent de faire beaucoup de pédagogie. Il faut avoir le courage d'expliquer aux gens quelle est la situation et quelles solutions on peut mettre en place. C'est assez complexe, évidemment, mais c'est tout à fait possible. On pourrait, avec la politique agricole européenne, la politique agricole commune, utiliser les fonds, les sommes en jeu, qui sont considérables, plusieurs dizaines de milliards d'euros, on pourrait les utiliser autrement. On pourrait les utiliser pour transformer l'agriculture européenne vers une agriculture qui protège la biodiversité. L'Union européenne, la Commission européenne a souhaité aller dans cette direction. Les États, le Parlement ont freiné. Ils ont freiné pour des raisons politiques, à cause de l'action des lobbies. Les lobbies de la chimie, les lobbies du machinisme agricole. Il y a aussi tout un tas aujourd'hui d'acteurs économiques qui ne veulent pas changer de système, qui préfèrent rester dans un modèle où on produit trop pour exporter. Bref, voilà, ce sont des questions de choix de société, mais je pense que le plus grand nombre, je parle à l'échelle européenne, les gens habitent en ville désormais, la population est majoritairement urbaine, et on perd la compréhension de ce qui se passe réellement dans les campagnes, dans les cours d'eau, dans les champs. Là, on parle beaucoup des rivières, mais on pourrait parler des haies, c'est-à-dire les haies, c'est hedges, dans les arbres qui sont dans les champs. En France, on est en train de les couper, tous ces arbres. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les insectes et les oiseaux. Donc voilà, on a des mauvaises politiques. Donc je pense que c'est possible, il faut expliquer aux gens, il faut continuer à faire de la pédagogie. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de colère et d'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre le plus grand nombre? Pourquoi est-ce que les élus ne prennent pas les décisions qui s'imposent? C'est un grand mystère. C'est un mystère qui s'explique en partie par forme de paresse, la peur devant le changement. Parce qu'en fait, il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer nos façons de se nourrir, nos façons de se déplacer, nos façons de se chauffer. Mais si on le fait intelligemment, évidemment, on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme on a vécu ces 7, 6 dernières décennies. C'est une évidence. Mais le plus tôt on s'adapte à ce changement, le moins
difficile, le moins cruel, le moins pénible sera le changement. On perd du temps. Il y a tellement de façons de répondre à ce genre de questions. On pourrait parler de la question des indicateurs économiques, par exemple, le fameux PIB. Je ne sais pas comment on dit en anglais. L'indicateur qui mesure la croissance économique. GDP? Oui, c'est ça. Euh, Il y a beaucoup d'économistes, et des économistes très, très célèbres, qui ont eu le prix Nobel, Amartya Sen ou des gens comme ça, qui disent qu'il faut changer cet indicateur économique, qu'il faut plus mesurer les choses en termes de croissance, mais en termes de bien-être. Ça, ce sont des questions importantes. Qu'est-ce qu'on mesure? Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une société qui va bien? Est-ce que c'est une société avec une croissance importante ou est-ce que c'est une société qui redistribue ses richesses? Est-ce qu'on a envie de vivre selon le modèle américain avec des croissances importantes et une population qui ne peut plus se soigner ou s'éduquer? Ce sont ces directions-là, moi, qui m'intéressent. Euh, en fait, il y a aussi bien du côté dans le champ de l'économie, des économistes dits hétérodoxes qui vont travailler sur ce type de questions. Il va y avoir du côté de l'écologie et de l'agronomie aussi tout un tas de solutions qui vont être euh, montrées. Mais on rencontre ensuite un problème politique, c'est la traduction, on a un problème de traduction politique. C'est-à-dire que l'état de la science, d'une certaine science économique ou l'état d'une certaine science agronomique ou d'une certaine science écologique n'arrive pas à, à changer les mentalités des acteurs économiques. C'est comment... Bon, en fait, si on n'arrive pas à changer les politiques, alors il faut changer la société. Et que la société, et que le rapport de force change et que la société formule des attentes. Donc il faut sensibiliser, et ce film-là, La Rivière, est d'une certaine manière une contribution à ce travail-là, c'est de continuer à sensibiliser les gens sur l'état du monde, l'état des choses dans les campagnes, dans les rivières, dans la nature. Moi, ce que j'ai, je crois, essayé de travailler avec ces plans de matière, ces plans d'eau, euh, c'est pas de faire des tableaux, c'est de, c'est d'abord c'est de filmer des flux et, et c'est-à-dire filmer du temps. Et filmer des flux, c'est aussi filmer des flux de conscience. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'observation attentive de l'eau qui coule, nous amène à réfléchir sur sur notre propre vie intérieure et sur nos propres flux de conscience. Euh, j'ai voulu aussi montrer le caractère extrêmement mouvant, instable, plastique, éphémère. Euh, En fait, je pensais beaucoup à cette phrase très célèbre du philosophe grec Héraclite qui disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il y a quelque chose de... J'ai essayé, en filmant l'eau qui coule, d'amener le spectateur à penser au fait que cette rivière n'était qu'un état et un moment de l'eau, et que l'eau doit être comprise et pensée comme un cycle. C'est quelque chose que l'on sait, on l'apprend à l'école, le cycle de l'eau, mais la manière dont on gère l'eau, dont on se sert de l'eau, dont on consomme l'eau, dont on stocke l'eau, dont on gaspille l'eau, euh, n'est pas accordée avec cette connaissance théorique que nous avons du cycle de l'eau. Donc il faut montrer la rivière elle-même dans son caractère impermanent, c'est-à-dire dans son caractère profondément transitoire, pour essayer d'amener le spectateur à cette pensée du cycle, de la transformation permanente.
D'une certaine manière, la question c'est où est la source? Est-ce qu'il est légitime de dire qu'une rivière a une source et un exutoire? Ne pourrait-on pas dire que la source se trouve dans le nuage ou au milieu de l'océan? Puisque de toute façon, tout se transforme, tout change.